Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Ce cours est une introduction à la neurophysiologie. Il va décrire les différentes parties qui seront précisément étudiées dans les cours spécifiques. À première vue, on pourrait penser que le système nerveux est la partie la plus importante du corps, les autres organes étant en son service pour lui permettre de fonctionner. Par exemple, les poumons et le système digestif enrichissent le sang, respectivement d'oxygène et de nutriments. Le système cardiovasculaire pompe ce sang enrichi pour le conduire aux organes à nourrir, dont le système nerveux. Il évacue ce sang enrichi de déchets pour le filtrer au niveau des reins. Évidemment, cette vision est un peu simpliste. Dans cette symphonie qu'est la vie, à travers une régulation neurogène et endocrine, c'est-à-dire par les nerfs et les hormones, le système nerveux est comme un chef d'orchestre. Chaque organe joue une partition propre, une défaillance de l'un d'entre eux risquant de compromettre la mélodie de la vie. Comme dans un orchestre, chacun est à l'écoute de l'autre, et le fonctionnement en harmonie de l'ensemble des systèmes permet l'homéostasie. L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre du milieu interne malgré des changements constants de l'environnement externe. Au-delà de l'équilibre interne, dont l'individu ne se soucie guère puisque la régulation en est autonome, le système nerveux permet la vie de relation. Cette vie de relation et d'interaction avec le milieu extérieur est influencée, motivée par la perception du monde extérieur à travers les différentes modalités sensorielles, c'est-à-dire la somesthésie, la vision, l'audition, la gustation, l'olfaction, l'équilibre. Cette interaction avec le milieu extérieur permet à l'individu de survivre, notamment en mangeant, en se protégeant du danger et de perpétuer la survie de l'espèce en se reproduisant. En ce moment, l'activité motrice de votre main et de vos yeux est influencée par les informations visuelles et sonores du diaporama. Peut-être qu'en même temps, êtes-vous en train de manger une barre chocolatée et de boire un soda, d'autant plus goulûment qu'ils ont un très bon goût. Dans tous les cas, vous n'avez pas à vous soucier de votre fréquence cardiaque et respiratoire, ni des mécanismes de votre digestion ou de votre filtration rénale. Voyons maintenant les différentes composantes du système nerveux. Le système nerveux est composé du système nerveux central et du système nerveux périphérique somatique et du système nerveux périphérique autonome. Le système nerveux central, ou névrax, comprend l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale comprend le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Le tronc cérébral est subdivisé en 3 étages, le mésencéphale, le pont, protubérance annulaire, et le bulbe rachidien. Le cerveau comprend 2 hémisphères reliés par le corps calleux. Chaque hémisphère cérébral est subdivisé en 6 lobes, frontal, pariétal, occipital, temporal, limbique et insulaire. Le lobe limbique est situé sur la face interne de l'hémisphère. Quant au lobe insulaire ou insula, il est enfoui et nécessite d'écarter les lobes frontal et temporal pour pouvoir le visualiser. La fonction du langage est souvent localisée dans l'hémisphère gauche. On parle d'hémisphère dominant pour le langage. Une autre caractéristique que vous verrez dans les prochains cours de neurophysiologie est le croisement des voies. L'hémisphère gauche contrôlant l'hémicorps droit et vice-versa. À la base du cerveau se trouve l'hypothalamus qui est impliqué dans de très nombreuses régulations
comme l'alternance veille-sommeil, la thermorégulation, la faim, la soif, les dépenses énergétiques et donc le poids, mais aussi dans d'autres régulations à travers la libération d'hormones via l'hypophyse qui est située juste au-dessous. Nous allons maintenant sectionner le système nerveux. Il existe toute une nomenclature qui s'applique à l'anatomie et à l'imagerie médicale. Selon les 3 plans de l'espace, nous aurons des coupes ou sections coronales ou frontales, horizontales ou axiales et sagittales. On parlera même de section médio-sagittale si la coupe passe en plein milieu. Si l'on tranche le cerveau, on s'aperçoit que la coloration n'est pas homogène. Il y a une partie qui est plus sombre en périphérie, sous la forme d'une écorce, c'est le cortex, et au centre, sous la forme de noyaux, ce sont les noyaux gris centraux. Cette partie sombre, appelée substance grise, contient les corps cellulaires des neurones, encore appelés péricardions, comporte aussi des cellules gliales. L'histologie du tissu nerveux est traitée dans le cours du professeur Seignerin au chapitre 6. La partie la plus claire, appelée substance blanche, contient notamment les axones qui, entourés par la myéline, donnent cette couleur claire. Dans le système nerveux central, la myélinisation est assurée par les oligodendrocytes. Cette différence de couleur est retrouvée dans la moelle avec la même signification. Le système nerveux est important et doit être protégé. Il l'est par une armure osseuse, la boîte crânienne pour l'encéphale et la colonne vertébrale pour la moelle épinière. Les méninges représentent aussi une protection supplémentaire en enveloppant tout le système nerveux central et en contenant du liquide céphalorachidien qui est entre autres une véritable protection hydraulique sécrétée par les plexus choroïdes du système ventriculaire. Le système nerveux périphérique correspond au système nerveux à l'extérieur de la cavité crânienne et du canal rachidien ou canal vertébral. On distingue le système nerveux somatique pour la vie de relation et le système nerveux autonome pour assurer l'homéostasie, l'équilibre interne. Il existe une similitude entre les deux systèmes. Dans les deux cas, la partie effectrice nécessite des informations sensorielles pour un fonctionnement approprié. Les nerfs périphériques somatiques comprennent les nerfs rachidiens et les nerfs crâniens. Sur la diapositive, on voit que les nerfs rachidiens sont constitués de la réunification des racines ventrales motrices et dorsales sensitives. Les nerfs rachidiens ou nerfs spinaux sont donc des nerfs mixtes puisqu'ils véhiculent des informations motrices vers les muscles et sensitives en direction des centres nerveux. La myélinisation des fibres nerveuses périphériques est assurée par les cellules de Schwann. Comme dans le système nerveux central, l'influx nerveux circule des dendrites vers les corps cellulaires, c'est une circulation centripète, puis l'influx nerveux quitte le corps cellulaire par l'axone, c'est une circulation centrifuge. Concernant les nerfs crâniens, nous verrons leur implication sensitivo-motrice et sensorielle dans les cours spécifiques, ainsi que la participation de certains d'entre eux dans la régulation autonome. À noter que le nerf optique n'est pas un vrai nerf périphérique. Il correspond en fait à une extension, à un prolongement vers l'avant du système nerveux central. D'ailleurs, comme le système nerveux central, il est enveloppé d'une gaine qui prolonge la méninge. Il ne comporte pas non plus de cellules de Schwann. Hormis la somesthésie, toutes les autres modalités sensorielles que nous étudierons sont en effet véhiculées par les nerfs crâniens. Cette diapositive résume de manière très schématique les particularités des différentes modalités sensorielles que nous étudierons. Elle sera donc très utile lorsque vous aurez à faire la synthèse des cours de neurophysiologie. Vous avez vu que les informations sensitivo-sensorielles se projettent au niveau du cortex cérébral.
Vous avez donc au niveau de votre cortex une véritable cartographie de votre corps, tant sur le plan sensitif que moteur. On parle de somatotopie motrice et sensitive. Et cette représentation est proportionnelle à la densité d'innervation, dont la résultante est un homonculus moteur et un homonculus sensitif. On voit bien que dans les deux cas, la main est énorme. Elle est en effet capable d'effectuer des mouvements très précis et de percevoir des sensations très fines grâce à son importante innervation sensitive et motrice. Lorsque nous étudierons le système nerveux autonome, nous verrons qu'il comporte deux composantes effectrices complémentaires, le système nerveux parasympathique et le système nerveux orthosympathique. Nous verrons que la glande médullosurrénale est apparentée au système orthosympathique. Comparativement au système nerveux périphérique somatique, la partie effectrice du système nerveux autonome peut être motrice ou sécrétoire, et sur le plan moteur, l'action peut être stimulatrice ou inhibitrice. Dans tous les cas, l'activité motrice ou sécrétoire sera conditionnée par les informations viscérales qui permettent une régulation réflexe de l'activité viscérale ainsi que la perception des douleurs viscérales. Nous verrons que la systématisation de ce système est très particulière et qu'il est en connexion avec d'autres systèmes nerveux autonomes localisés dans les viscères, comme les plexus myentériques, et le système nerveux intracardiaque, encore appelé système cardionecteur. Enfin, vous verrez aussi son implication dans la régulation de la respiration. Cette introduction aura permis de mettre en place les différentes composantes du système nerveux et son iconographie sera donc très utile pour les prochains cours.